Bonjour à toutes et à tous. Nous allons essayer de réaliser l'exploit de commencer cette table ronde à l'heure. C'est donc la troisième qui est organisée par le Shift Project sur la décarbonation de l'économie. Et cet après-midi, nous allons parler de la manière de décarboner le secteur du bâtiment. Le bâtiment, comme vous le savez pour un certain nombre d'entre vous, alors je vais vous donner les chiffres français, mais enfin ils sont largement extrapolables à l'Europe. Le bâtiment représente une petite moitié de l'énergie consommée dans ce pays. Ça représente un quart des émissions de gaz à effet de serre, ce qui revient à dire qu'en gros, ça représente un quart de la consommation d'énergie fossile du pays. Et ça représente quelque chose entre, alors quand le baril est haut, quelque chose entre 15 et 20 milliards d'euros, 10 à 15 milliards d'euros, on va dire, d'importation de combustibles fossiles par an. C'est un secteur dans lequel il y a un certain nombre d'initiatives significatives qui ont commencé à prendre place. C'est un secteur débattu. C'est un secteur qui est raisonnablement consensuel, probablement parce qu'on sait à peu près quoi faire. Et pour en discuter cet après-midi avec nous, on a le très grand plaisir d'accueillir trois personnalités éminentes de cette affaire en France et en Europe. Je vais les citer dans leur ordre d'intervention cet après-midi. D'abord, nous entendrons Philippe Pelletier, qui est avocat de profession et président du plan bâtiment durable de Cœur. Enfin, c'est du reste comme ça qu'il sera avec nous cet après-midi. Ensuite, nous entendrons Martin Bouygues, qui est donc en toute simplicité patron du groupe Bouygues. Et enfin, nous aurons Jens Birgersson, qui est le tout nouveau président de Rockwool. Rockwool, comme le nom anglais l'indique, est une société qui fabrique du matériau isolant à base de laine de roche, qui a au moins une grosse usine en France, et qui clôturera la partie introductive de cette table ronde. Alors la règle du jeu est assez simple. Chacun va avoir quelques questions, les unes derrière les autres, avec quelques réponses que je ne connais pas à l'avance. Et ensuite, il y aura une discussion entre les panélistes et puis surtout les questions de la salle qui nous emmèneront jusqu'à 3h30. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer avec les questions qui concernent Philippe Pelletier et je vais aller mettre avec les autres participants. En fait, la première question concernant Philippe Pelletier est assez simple. Ça fait maintenant des années qu'on entend encore et encore et encore que le bâtiment est un enjeu, etc. Quand on regarde les chiffres qui sont à l'œuvre dans notre pays, et je pense qu'ils ne sont pas supérieurs d'un ordre de grandeur dans les autres pays européens, on trouve que les choses vont quand même pas très très vite. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, un certain nombre de gens aimeraient bien que ça aille plus vite. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, de votre point de vue, on a ce décalage entre l'envie d'action d'un certain nombre d'acteurs et la vitesse de l'action quand on regarde le panorama de manière un peu large? J'ai été élevé avec un précepte qui est allons doucement, nous sommes pressés. Et je pense que ça s'applique assez bien à notre sujet. D'abord, je n'ai pas la même vision que vous de la lenteur du processus qui est à l'œuvre. Je crois que dans le secteur du bâtiment, il s'est passé en quelques années des choses tout à fait fondamentales. D'abord, le fait que ce paramètre de la consommation d'énergie qui était absent de toutes nos réflexions, tous nos comportements, que ce soit ceux des professionnels ou ceux des usagers, est entré clairement dans le jeu. Ensuite, nous avons compris tous, certains sont passés à l'acte, d'autres pas encore, combien il était important, à la fois pour l'économie du ménage, mais aussi pour le pays et plus généralement pour les données environnementales qu'il nous faut maîtriser, qu'il était important d'économiser l'énergie et puis demain d'essayer de produire l'énergie. Donc, mon sentiment est que le mouvement est largement à l'œuvre. Ce qui a été accompagné, c'est la deuxième observation, par un projet public que je trouve de bonne facture,
On a commencé par réunir les forces vives du pays en 2007 pour vérifier quels étaient les objectifs dont ils pouvaient se doter. Puis Jean-Louis Borloo a réussi à ce que l'ensemble de la représentation nationale adhère à ce projet qui se projette jusqu'à 2050. Et puis récemment, cet été, puisque le texte a été publié au mois d'août, Ségolène Royal a poursuivi ce mouvement en marquant clairement qu'elle se situait dans la ligne, pour ce qui concerne le secteur du bâtiment, de ce qui avait été lancé par Borloo. Et on a donc une continuité de l'action publique, ce qui est de nature à permettre à la fois aux investisseurs, aux ménages et aux entreprises prestataires de services de s'inscrire dans le mouvement. Puis la troisième et dernière observation, c'est que si on observe, il suffit de se promener dans les allées de ce salon, mais plus généralement, si on observe l'action qui est aujourd'hui menée par les constructeurs et les promoteurs sur le neuf, on est très clairement engagé dans cette ère nouvelle de bâtiments à faible consommation d'énergie, à faible empreinte environnementale, et dans cette voie du bas carbone que nous poussons ensemble. Et ce n'est pas un secret que la maison Bouygues est très clairement en avance sur ce point. La maison de promotion Bouygues Immobilier est déjà à l'étape d'après, qui est celle des bâtiments à énergie positive. Et on voit donc à l'œuvre un mouvement général. Alors qu'est-ce qui manque? Et je termine là-dessus. Qu'est-ce qui manque? C'est la généralisation de l'action sur l'ensemble du territoire. Mais ça va prendre du temps, parce que ce n'est pas naturel pour chacun de nous de rénover son logement, parce que les entreprises qui occupent pour 70% d'entre elles leurs locaux d'exercice ont en ce moment d'autres soucis que celle d'assurer la rénovation de leur parc. Mais ce n'est pas parce que le processus d'engagement est long que les forces vives ne sont pas à l'œuvre. Alors, ça va nous amener à la deuxième question, justement, l'incitation. Il y a plusieurs manières d'inciter les occupants actuels, ou exactement les propriétaires actuels de bâtiments, qu'ils soient de logements ou locaux d'activité, à faire des économies d'énergie. On peut imaginer les obliger, c'est l'action réglementaire. On peut imaginer augmenter le prix de l'énergie de manière délibérée, c'est la fiscalité. Ou on peut dire, j'attends tranquillement qu'une pénurie se charge de régler le problème pour moi, et à ce moment, ça produira notamment des hausses de prix, mais pas nécessairement. Bref, le problème se réglera. De votre point de vue, c'est quoi les avantages et les inconvénients des trois options? Et du coup, est-ce que vous avez une préférence publiquement exprimable sur la question? Alors, j'ai les idées assez claires sur le couple incitation, recherche de l'adhésion ou obligation. J'ai les idées plus confuses sur l'évolution du cours de baril dans les années qui viennent. Tout le modèle, c'est un secret pour personne, tout le modèle de ce plan énergétique français avait été construit autour d'un cours du baril qui n'est pas autour de 40 dollars, 45 dollars comme il est maintenant. On comprend les avantages à court terme que représente cet accès économe aux énergies fossiles. On comprend les inconvénients que ça présente, mais je ne suis pas expert pour en parler. Je me contente de traiter l'autre couple qui est incitation ou obligation. Et là, moi, j'ai une conviction que j'ai essayé de faire passer au pouvoir public, parce que mon boulot comme animateur du plan bâtiment durable, c'est de recueillir les grandes tendances de la société, de recueillir l'état des forces des professionnels et de porter ça à la connaissance de l'État pour qu'il en tire des conséquences dans les textes qu'il met en place. Et on est arrivé dans la loi de transition énergétique à quelque chose qui me paraît un bon équilibre. Il se traduit par trois choses. La première, on est très clairement aujourd'hui
rester sur le mode de la recherche de l'adhésion de la société à ce projet sans contrainte. Hein. On a des contraintes de pure forme, obliger une assemblée de copropriété à se poser la question de savoir si elle fera un audit énergétique, mais on ne lui oblige pas à décider de le faire. Donc, des obligations formelles, mais pas d'obligation immédiate d'agir. Deuxièmement, il y a des perspectives d'obligations qui sont annoncées. Une précision, ça c'est au bon niveau ou c'est pas au bon niveau? Ben, je vais vous dire après ma conclusion. Je décris les trois outils et je vais vous donner une appréciation. Donc le premier outil, c'est on reste sur la recherche de l'adhésion de la société. Et moi, je pense que c'est nécessaire parce que, encore une fois, culturellement, c'est compliqué de s'engager dans l'idée de la rénovation de ses locaux d'habitation ou de ses locaux professionnels. Ça ne va pas de soi. Et donc, il faut du temps pour transformer nos comportements et prendre notre décision d'agir. Le deuxième poste, ce qui est dans la loi de transition énergétique, à 10 ou 15 ans, on dit qu'il y aura une obligation. Alors, il y a des gens qui peuvent n'y accorder aucune importance. Moi, je trouve que c'est un marqueur intéressant qui est de dire, après toute une phase d'apprentissage, de mobilisation, de recherche d'adhésion et d'incitation, il faudra peut-être entrer dans le dur. Et puis, troisièmement, il y a quelque chose que nous avons inventé, qui a été repris par le Parlement dans la loi de transition énergétique, c'est des obligations qui n'ont pas l'air d'être des obligations. Et je pense que c'est... Alors, je vous donne les deux exemples. Et vous allez voir qu'on est dans le bon sens. On dit aux bailleurs, si vous mettez aujourd'hui sur le marché une épave thermique, il y a un jour où vous ne pourrez plus la louer. On ne leur dit pas qu'ils doivent rénover le local. On dit, si vous ne le rénovez pas, vous ne pourrez plus le mettre en location. Et on prévient longtemps à l'avance. C'est une manière de contraindre sans fixer une obligation de travaux. Deuxièmement, on dit, si vous faites des gros travaux chez vous, embarquez la performance énergétique. Ça veut dire, si vous changez le toit, isolez le toit. Ne vous contentez pas de refaire simplement la couverture. Voilà. Si vous faites en somme des gros travaux, faites-les bien, faites-les efficacement. Et cette mesure, elle s'accompagne de quelque chose d'une très grande prudence que là aussi nous avons inventé et que le gouvernement et le Parlement ont retenu, qui est de dire cette obligation d'embarquer la performance énergétique dans les gros travaux, elle ne joue que si elle est soutenable. C'est-à-dire que si elle ne se heurte pas à une hérésie économique, un retour sur investissement improbable, si elle ne se heurte pas à des conditions architecturales qui rendent impossible cette isolation par l'extérieur, à des raisons juridiques parce qu'il y a empiètement sur la parcelle du voisin, etc. Donc, dès lors qu'il n'y a pas des obstacles de bon sens à faire l'embarquement de la performance, on embarque la performance. Et ça, tout ce tableau-là, moi, c'est ce que je crois bon, c'est-à-dire on reste dans la recherche de l'adhésion, on montre que ça ne durera pas éternellement pour que les gens aient un peu envie de se bouger, et puis on commence par injecter un peu de qualité énergétique dans des opérations qui sont à l'œuvre. Une question piège, parce qu'elle n'était pas dans ma liste. Si on veut faire le facteur 4, qui est quelque chose qui est généralement avancé dans les économies occidentales, vous faites des intérêts composés, vous savez, votre banquier est très bon pour faire des intérêts composés. Si vous divisez par 4 en 35 ans, vous devez enlever 3% par an, en gros. Est-ce que vous pensez que les mesures actuellement dans la loi de transition sont en ligne avec cet objectif de baisser les émissions, donc la consommation d'énergie fossile du parc existant, de 3% par an? La réponse est non si on pense qu'on va avoir une pente linéaire comme vous la décrivez. La réponse est peut-être oui si on pense, comme je le crois, qu'il y aura une accélération. D'accord, donc c'était ça le mot que je voulais vous faire prononcer. En fait, il faut continuer à appuyer sur l'accélérateur. Bien sûr. D'accord. Une dernière question. Vous savez que, vu du propriétaire du bâtiment, il y a une différence possible entre la performance sur le papier quand on fait une opération de rénovation et ce que vous allez avoir dans la vraie vie. Or, l'équation économique ne dépend pas de ce qu'on vous annonce, elle dépend de ce qui va être vraiment fait.
à l'arrivée. Est-ce que vous avez réfléchi aux dispositifs qui permettent peut-être pas d'apporter la garantie, mais en tout cas d'améliorer la certitude vue du propriétaire du bâtiment que ce qu'on lui annonce, et c'est bien ça qui va être fait, donc ce qui est toute la question de la formation des acteurs, etc. Alors, 2 mots, formation, garantie. Formation, on n'est pas du tout au bout du chemin. On a lancé quelque chose d'assez décoiffant, qui est de dire aux entreprises du bâtiment, plutôt les artisans, qui jusqu'à présent faisaient des travaux subventionnés par l'État à travers l'éco-prêt à taux zéro, le crédit d'impôt transition énergétique, les certificats d'économie d'énergie. Si vous ne montrez pas patte blanche en montrant que vous êtes reconnu garant de l'environnement, c'est-à-dire que vous avez un label qui atteste de votre formation, vous ne pourrez plus réaliser ces travaux subventionnés. C'est-à-dire qu'on hausse la barre pour que la formation s'accélère. Et il est clair que ça devient difficile pour quelqu'un qui n'a pas ce label d'emporter des travaux qui ne bénéficieront pas des aides d'État. Tant que ces aides sont là, évidemment, les ménages en sont friands. Le deuxième mot, c'est le mot de garantie. Moi, je crois que la société, plus elle va s'engager dans cette transformation des bâtiments existants, plus elle va avoir besoin qu'on lui vende du résultat. Alors, certains promoteurs, et encore Bouygues Immobilier, certains promoteurs ont déjà devancé le sujet. Il doit avoir des actions chez vous, parce que c'est la 5e fois. Mais même pas. Mais quand j'observe le paysage, je vois qu'il y a des gens qui courent devant la locomotive et ils font partie de ceux-là. Bon. Et donc, ils ont inventé, parce que je regarde ça de près, ils ont inventé un mécanisme de garantie de résultat. On vend une performance. Ce qui change d'ailleurs le métier de promoteur, parce qu'au lieu qu'il disparaisse en livrant l'ouvrage, il est forcé de rester observateur de l'ouvrage, d'assurer sa maintenance et son exploitation. Sinon, ça va lui coûter très cher en termes de garantie financière. Donc ça, c'est le neuf, c'est souvent la Formule 1 dans notre secteur qui expérimente des solutions. Moi, je pense que ça va entrer progressivement dans le parc existant, dans sa rénovation. Il y a déjà un outil que certaines copropriétés mettent à l'œuvre, qu'on appelle le contrat de performance énergétique, où, au lieu d'acheter des travaux, on achète un résultat. Ce résultat étant réalisé par la mise en œuvre éventuelle de travaux, mais aussi d'actions. Ce contrat de performance énergétique est très exigeant pour l'entreprise et très sécurisant pour le maître d'ouvrage, parce que si le résultat n'est pas là, l'entreprise va payer le delta. Et ça, c'est quelque chose qui donne de la garantie de résultat. Donc moi, je pense qu'on va aller progressivement vers un renforcement de la demande de garantie. Et puisque les entreprises ont tendance à essayer de comprendre et de suivre ce que veulent leurs clients, je pense que ça va se développer. Reste à savoir comment ça va s'assurer. Ça, c'est un autre problème. Pour le moment, il y a des grosses maisons qui peuvent le faire parce qu'elles arrivent à être leur propre assureur sur ces engagements. Il faudra trouver le moyen que les artisans puissent s'assurer de ces risques-là, ce qui n'est pas une mince affaire. Là aussi, il faut du temps. Allons doucement, nous sommes pressés. Merci beaucoup. Changer de métier, ça va nous permettre de changer d'interlocuteur. Martin Bouygues, on est ravis de vous avoir à cette table ronde. Je sais que votre parole publique est rare, donc on est d'autant plus honoré que vous ayez répondu positivement à cette invitation. Le changer de métier est au cœur de la première question que je vais vous poser. Aujourd'hui, les groupes de construction majeurs sont essentiellement présents sur le neuf. Ça a été ça le cœur de métier. On l'a dit et répété, le gros enjeu pour un pays mature, c'est de transformer son parc existant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie sur les métiers d'un groupe comme le vôtre? Où est-ce que ça a besoin de changer? Où est-ce que ça n'a pas besoin de changer? Et pour finir, comme l'a dit Philippe Pelletier, où est-ce qu'il faut que vous vous hâtiez lentement parce que nous sommes pressés? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Le premier élément, c'est que nous avons déjà depuis longtemps
une activité de rénovation. Ça fait partie même des métiers de spécialité du groupe Bouygues. C'est vrai de Bouygues Immobilier, mais c'est aussi vrai de Bouygues Construction. La motivation de ces activités de rénovation a pour l'essentiel été des gains économiques, c'est-à-dire des propriétaires de biens immobiliers qui avaient une motivation économique à restructurer leurs biens immobiliers pour le valoriser mieux. Je pense que cette motivation, il faut que maintenant on puisse la faire bouger et que dans la motivation économique, on trouve aussi une motivation qui soit autre. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? Je pense qu'il faut qu'il y ait bien sûr des incitations. Des incitations, qu'elles soient par la loi, par la contrainte, ou qu'elles soient financières. Et puis il y a aussi une autre incitation qui est l'intérêt des individus qui est de plus en plus fort à vivre dans un environnement dans lequel ils se reconnaissent, dans lequel ils ont une forme d'aspiration à vivre dans quelque chose où ils se disent « j'aurai un impact moins négatif sur l'environnement et je laisserai à mes successeurs une situation moins mauvaise ». Je pense que c'est un cheminement qui se fait. La prise de conscience chez nous a un peu plus de 10 ans, enfin une dizaine d'années pour faire simple. Et la dizaine d'années, ce qui m'a frappé, c'est qu'en 10 ans, les mentalités ont beaucoup changé, beaucoup évolué. C'est ce qui me rend assez optimiste et assez... je pense qu'on a un avenir devant nous. Parce qu'il y a 10 ans, le niveau de connaissance était bien inférieur, le niveau de solution à proposer était bien inférieur, avoir des collaborateurs qui aient le niveau de connaissance technique, il y en avait peu, pas beaucoup. Et donc, je trouve qu'en 10 ans, on a fait un grand progrès, très grand progrès, et il y a vraiment encore beaucoup à faire. Donc, ce que je pense, c'est que la rénovation dans des vieux pays comme l'Europe, comme la France, il y a évidemment un parc à rénover qui est absolument colossal. Alors la rénovation, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit restaurer l'existant, soit récupérer une grande partie des matériaux pour les recycler de manière à produire des matériaux en ayant l'impact carbone le plus faible possible, et puis in fine, mettre à la disposition des utilisateurs des bâtiments, que ce soit des logements, que ce soit des bureaux, que ce soit des équipements collectifs, qui soient le plus économique possible en matière d'impact dans l'environnement. Notre démarche a commencé il y a 10 ans, et quand j'ai voulu faire prendre conscience à ça de nos collaborateurs, j'ai pensé qu'il fallait poser le problème d'une manière simple. C'est-à-dire que, je leur ai dit, ne prenons pas le développement durable comme une contrainte, prenons-le comme une opportunité. Et je pense très sincèrement que c'est une vraie opportunité pour l'économie ancienne, c'est-à-dire pour l'Europe, pour les États-Unis, pour le Japon, pour tous ces pays-là. C'est une vraie économie parce que je pense qu'il y a un effort considérable à faire, des investissements colossaux à concevoir pour avoir l'impact le plus léger possible. On parle de 2 degrés en sachant que ça va être difficile, mais c'est déjà énorme. Et donc, on sait que déjà, ça va être difficile et qu'il y a de gros efforts à faire. Donc voilà, je pense que les mentalités, moi, ce qui me rend optimiste, c'est le bouleversement des mentalités sur ces sujets-là. Et je pense que ça, c'est vraiment très favorable. Si je comprends bien, donc vous dites, si le marché est là, au fond, nous, changer de métier dans ce qu'on fait, nous, c'est pas ça le sujet. C'est absolument pas. Au contraire. On est là pour ça. D'accord. Hein, j'ai voulu faire la démonstration avec notre siège social, la Challenger, qui est le siège de Bouygues Construction, qui avait plus de 25 ans. Et je me suis dit, après tout, pour former des spécialistes et pour démontrer à nos clients et à tout le monde que c'est faisable, faisons-le en site occupé. Et on a fait de Challenger, qui était un bâtiment qui avait une performance normale pour sa date de création, on en a fait quelque chose d'extrêmement performant
tout en travaillant en site occupé, ce qui a été contraignant, un peu coûteux, mais ça a été à la fois un démonstrateur et une école pour former des gens. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Tout à l'heure, j'ai demandé à Philippe Pelletier ce qu'il pensait du dispositif français, puisque c'est de sa compétence. Vous êtes un groupe international, donc vous voyez ce qui se fait dans tout un tas de pays dans le monde. Est-ce que vous avez l'impression, je sais que les Français adorent penser qu'ils sont meilleurs que les autres, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des pays qui s'y prennent d'une manière particulièrement intelligente et dont la France ferait bien de s'inspirer quand on regarde ce genre de problème? D'abord, ce qui me réjouit, c'est de voir que tous les pays se sentent concernés, à des degrés divers, mais tous ont compris qu'il y avait un problème. Ce qui n'était absolument pas le cas il y a 10 ans. Je rentre de Cuba, qui est un pays dont l'économie est plutôt en devenir que dans la réalité présente. Eh bien, malgré tout, ça fait partie des sujets qui sont sur la table. Donc ça, c'est très réjouissant. Alors, les pays qui ont, à mon avis, pris une démarche très positive et très dynamique, c'est, comme toujours, j'allais dire, un peu l'Europe du Nord sur ce type de sujet. C'est la Suisse, où Bouygues est très présent et où on fait beaucoup d'opérations avec, je crois, des performances qui sont très intéressantes. C'est l'Allemagne aussi qui, je crois, a bien avancé sur tous ces sujets. Je dirais qu'il faut aussi que les gouvernements aient un peu de continuité dans l'effort. Je prends l'exemple du courant racheté dans les fermes solaires en France. Vous avez vu les variations dans le tarif de l'électricité rachetée. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut faire des choix. Il faut les assumer et il faut maintenir l'effort. Et donc je pense que ça va être aussi très très déterminant sur les résultats obtenus. On ne peut pas se permettre de changer de politique en permanence parce que ça va rendre les choses absolument ingérables. Dans les éléments, alors sur ce point précis, dans les éléments qui vous semblent absolument structurants sur votre activité première, donc dans la partie bâtiment, c'est quoi les éléments de politique publique qui, de votre point de vue, aujourd'hui sont instables et mériteraient d'être stabilisés? Je vous dis d'abord, déjà, quand on a des installations de type photovoltaïque où on revend le courant à l'opérateur national, la différence de prix est évidemment un élément fondamental sur la vitesse de déploiement de ces équipements. C'est un exemple parmi d'autres. Ensuite, je pense qu'il faut une politique d'incitation par la norme aussi. Et puis, je pense qu'il faut qu'on explique à beaucoup de propriétaires d'immeubles, de locataires d'immeubles, que ce soit en résidentiel ou que ce soit en immeuble tertiaire, qu'ils ont un avantage à utiliser des bureaux performants ou des logements performants. Ils ont un avantage sur le moyen et long terme en termes économiques. Et ils ont un avantage aussi en termes d'image pour leurs propres collaborateurs, pour leurs propres habitants. Moi, je pense j'ai vu chez Bouygues que les opérations que nous avons réalisées sont un élément constitutif de l'état d'esprit de l'entreprise. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup, en France, il y a un parc tertiaire qui est dans beaucoup d'endroits obsolète. Eh bien, je pense que beaucoup de locataires ou de propriétaires oublient qu'à travers une opération de rénovation, ils pourraient peut-être faire une affaire financière intéressante et en tout cas faire une affaire de dynamisation de leur entreprise qui est sous-jacente et qui est réelle. En parlant du tertiaire, on avait travaillé avec Philippe Pelletier il y a quelques mois maintenant sur un dispositif qui visait à développer beaucoup plus fortement la rénovation du tertiaire public, qui, comme vous le savez, est au moins en France un sujet, parce que c'est des blocs qui sont en général, c'est des immeubles qui sont souvent un peu anciens. Vous avez des surfaces d'un seul tenant qui sont généralement un peu significatives ou qui peuvent l'être. Et donc on a envie de se dire que pour des grands groupes comme vous, c'est typiquement le genre d'opération qui peut s'avérer intéressante. Pourquoi est-ce que, de votre point de vue, on ne voit pas ce genre de trucs se multiplier comme des petits pains absolument partout? D'abord, il y a un problème de comptabilité publique. Oui. La comptabilité publique n'est pas faite de la même manière. C'est propre à la France, ça, ou c'est vrai dans tous les pays? Non, c'est international. Les normes se ressemblent beaucoup. Et puis en France, il y a un problème d'exemplarité. Quand vous allez voir l'état du palais de l'Élysée, c'est confondant. Quand vous voyez tous les palais de la République, les ministères, le Premier ministre, il loge dans des trucs qui sont d'un archaïsme achevé et qui sont, je pense, projettent une image qui ne me semble pas très positif et qui, surtout en termes de performance, sont franchement, alors là, complètement en dehors de la plaque.
Donc c'est vrai qu'en matière d'exemple, on peut faire mieux. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de rénovations. Je plaisante, mais il y a eu beaucoup de rénovations à travers tout ce qui est les lycées, les collèges, les hôpitaux. Beaucoup ont été faits. Mais il y a encore énormément à faire. Et c'est vrai que l'État n'a pas forcément la même motivation que le secteur privé pour faire de la rénovation. L'incitation financière, ce n'est pas la motivation de l'État. La motivation de l'État, ça sera plus donner des locaux efficaces et de qualité aux fonctionnaires qui vont y travailler, et puis aussi probablement projeter une image plus moderne et plus efficace de son action. Si on obligeait les gestionnaires de patrimoine public à raisonner en coût complet, donc sans supprimer la séparation, parce que ça j'imagine que c'est compliqué, mais simplement on les oblige donc, à raisonner en coût complet, est-ce que vous pensez que ça déclencherait plus d'opérations ou la réalité est plus compliquée que ça? Oui, ça dépend qui fait la comptabilité. Il faut que ça soit fait par quelqu'un qui soit assez objectif dans l'affaire. Mais forcément, enfin, je veux dire, on connaît tous de très nombreux bâtiments publics qui sont pas à la norme. Ne serait-ce que les normes handicapées, les normes sanitaires, etc. Tout ça n'a pas suivi le mouvement. Et donc, l'État impose plus au privé ce qu'il n'arrive pas à s'imposer à lui-même. Alors, ça part d'un bon sentiment, mais malgré tout, je pense qu'il y a un effort à faire. Si on sort du bâtiment et qu'on s'occupe de la ville dans laquelle se situe le bâtiment, Bouygues a commencé à prendre position sur, je ne sais pas s'il faut dire l'étage d'au-dessus, l'étage d'à côté, enfin bon bref, l'aménagement du quartier, ce qui du coup nous fait nous intéresser aussi au flux entre bâtiments. Est-ce que vous avez là-dessus quelque chose qu'on peut dire en public sur votre stratégie et les sous-jacents qui vont derrière? C'est-à-dire pourquoi il vous semble important pour un groupe comme le vôtre d'aller à cet étage-là? Oui, c'est-à-dire qu'on ne considère pas le bâtiment par lui-même, on veut aussi considérer le bâtiment dans la cité. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut s'intéresser à la vie dans la cité. Et donc, c'est un mot compliqué, c'est l'urbanisme. Et l'urbanisme, c'est vraiment une science très complexe. Il y a des grands architectes, des grands urbanismes qui travaillent beaucoup là-dessus. L'urbanisme, c'est l'art de la vie dans la cité. C'est quelque chose de complexe et qui n'est pas figé. Aujourd'hui, ce que nous avons fait entre Colas, entre Bouygues Immobilier, Bouygues Construction, voire Alstom et Bouygues Télécom, dans certains domaines, c'est de s'intéresser au flux d'énergie et au flux d'informations qui peuvent exister au sein d'un quartier. Et puis de se dire, comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça? Ça va être les transports, c'est les consommations énergétiques, c'est plein de domaines. Je vais prendre un exemple. Bouygues Immobilier a ouvert il y a quelques semaines un concept qui, moi, me paraît exceptionnellement innovant, qui s'appelle Nextdoor. Et Nextdoor est au tertiaire ce que l'hôtellerie est aux gens qui voyagent. C'est-à-dire, c'est une forme de possibilité d'accueillir des bureaux, des gens qui ont besoin de bureaux, dans un modèle très coopératif, très participatif et très, très souple. Eh bien, je pense que ce type d'opération contribue à faire des économies de fonctionnement, d'impact sur l'environnement, et je pense que c'est des démarches qui vont dans le bon sens. C'est un exemple, il y en aura évidemment beaucoup d'autres à imaginer, mais je pense qu'on est dans cette démarche, et donc nous avons souhaité aussi, à l'échelle de Bouygues, créer des outils de communication interne, d'échange d'informations et de connaissances sur ce monde spécifique qu'est le développement durable. Quand il y a 10 ans, on a impulsé le mouvement, on s'est rendu compte que c'était difficile parce que on embauchait des gens plus ou moins jeunes qui avaient fait des études spécifiques dans ces domaines-là, mais finalement, il y en avait assez peu et ils avaient du mal à rentrer dans toutes les couches de l'entreprise. Et donc, on a décidé de mettre au point des outils à travers des intranets de partage d'informations et de connaissances de manière à ce qu'on facilite les flux et qu'on facilite la transversalité des informations au sein de grands groupes. Alors des grands groupes comme les nôtres, c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils ont toujours tendance un peu à se cloisonner, à travailler en silo. Et bien précisément, c'est ce qu'il faut que nous arrivions à changer comme mode de fonctionnement de manière à être plus efficace.
Donc le mot de la fin, c'est pour décarboner, il faut être transversal, Oui, bien sûr. au moins. Ah, ça, c'est clair. On va maintenant passer à Jens. On dit Jens Bjerkenson, That's right. Thank you. qui est donc le président d'une entreprise qui fabrique du matériau isolant. Alors, c'est international, donc je vais poser les questions en français. Jens répondra en anglais, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Donc la première question, c'est Rockwool qui fabrique, comme son nom l'indique, des isolants en laine de roche. Vu de Mars ou vu de ses actionnaires, semble être en très bonne position pour profiter d'une envie de décarboner le bâtiment. De votre point de vue, les éléments qui font que votre société va faire des affaires qui seront meilleures dans un monde de bâtiments décarbonés, c'est quoi? Il suffit de dire baissons la consommation d'énergie fossile et les choses vont se passer toutes seules, ou bien vous avez besoin d'un cadrage qui va être un peu plus précis que ça? Est-ce que vous pouvez à ce moment donner les éléments qui vous sont favorables, voire des éléments qui ne vous seraient pas favorables? I'm not quite sure I got the same question here as you said, but just before Actually, I start, I can repeat the question in English if you want. maybe Yeah. do that. So what I said is that seen from Mars, you run a company that seems to be in a good position to benefit from an obligation to phase out fossil fuels from the building sector. Is it as simple as putting a constraint on fossil fuels, or you need drivers that are more complex than that? And then can you say what is favorable to your activity and what is making life harder for a company like yours? Yeah. So let's first start with some major drivers, and you might wonder why a company like Rockwool making insulation is here with such famous companies as your company. Yes. Can you hear me there? And the reason is that in society today, one would think that maybe transportation is the biggest energy consumer. It's not, it's buildings. 40% of all energy is consumed by buildings. And there is not a lot of new build being done. And we have heard in the case for restoration. And in that context, when you come to insulation, just a company like ours, we make insulation 1 year's production from us in insulation. Could you put up the yeah, because there is some noise around. Yeah, and just one year's production of our insulation is enough to save, when you install that and you do the life cycle calculation, it's enough to save the whole CO2 emission from the whole US economy 1 year. Or another way of expressing it, all airline flights on Earth, the whole CO2 emissions for 7 years. So insulation in the context of buildings and restoration is a big, big thing that we need to address. That's a driver. A second driver I would like to mention is that we all in this room are spending 70 to 90% of our time in a building, indoors, and that trend is rather increasing. And that makes it even more important for us to improve indoor climate and improve the energy efficiency of building and make sure that the buildings we have are really taken care of. Those are the main drivers, I would say. Do you need a clear signal on the price of energy, or it's not the main thing you need in order to boost your sales to be trivial? I think being a private house owner myself, just having one house, there is a payback issue when you have a house you live in. And that is that when you go after and apply technologies that exist today that reduce the energy consumption of a building with 70–80%, that's possible without particularly sophisticated technologies. You insulate the house and you renovate it. That sounds simple, but when you look at the payback, we're talking 8, 9, 10, 11 years plus that it's quite difficult to do. And that means that as a collective, we all see that that's good and that we should save that 40% energy and use it for something better.
But as individuals, it's very easy to find that decision hard to make. So what we do is that we postpone it. And therefore, I think it's very important that people like you and us and the construction industry work together to try to promote that there is a framework so that people get financial support and regulation to make these decisions so that we get going with an increased rate of renovation. Regarding I mentioned the price, but actually you have other possibilities to increase the pace at which renovations take place. Do you have an opinion on whether we should enhance the level of regulation, drive up the price, or just wait? It's exactly the question that I asked Philippe Pelletier, but you are, as Martin Bouygues, the CEO of a group which is present worldwide. So do you have an opinion derived from your own experience or your company's experience on what is the good thing to do? Yeah, first of all, I'm not a good waiter, so I don't promote that alternative. And I think the energy pricing, with all the political impacts of that, that can go up and that can go down. It was not many years ago we all talked about oil at 140 and 150, and now we see something else. So I think that these things can go up and down, but there is a fundamental climate concern and it's a fundamental macro trend, and that gives us as leaders of companies the obligation to drive that this renovation and modernization happen. But in a shorter perspective, if I were to put one factor on the table that I think can encourage people to act now, the politicians to put in more regulation and promote this, and also industry to support it, that is that all of these activities that we are talking about, they create jobs and they drive economic development, and it's a good investment in infrastructure that always is healthy for an economy. So I think that just the economic factor of creating jobs while we improve the planet are quite appealing to me. You think we should have more stringent regulations to promote that, or? Yes. Yes, okay. Straightforward answer to a straightforward question. As you probably know, seen from the building owner, when you renovate, you buy some kind of a performance, and that performance doesn't only depend on the fact that you manufacture good products. What is the influence that you can have on the fact that your good products, because I assume that they are good, will lead to full operations once they are in place that are compliant with the level of performance that the owner expects? Yeah, I think we see in our society the impact of digitalization. We all live with it every day, and there is a very good trend in the building industry today to try to integrate through building information modeling with software across the different building materials that are supplied. I think that's very important because it's an industry where I'm an insulation person and someone else might be producing plasterboards, etc. And it all needs to work together as a system, because if there are gaps between, the overall solution doesn't work. So I think that application of software, building information modeling is key. The second layer, I think, is the fundamentals of that companies like ours, that we make products that are easy to install and that they last a very long time. It's no good in the European environment to create products that might last 10 or 12 years. We need to think 35, 40 years so that it really sits well once it's installed and that it's easy to install. And then finally, it comes back to how you manage your projects and how you train the people installing the material, because when you want to squeeze out the last bit of performance from more and more modern building materials, you need to install it in a good way, and that comes with the construction companies and also from our side to support high quality workmanship.
And again, as you operate in a number of countries, do you see differences in the way to train the people that will install your products in the various countries in which you operate? And are there things that are particularly interesting to notice in this field? Yeah, I mean, you have normal differences in skills of the artisans and the people that install something. But I think the number one observation I made is that the construction industry is conservative. A particular region tend to build a particular type of house. And I've seen everywhere you go that if you change from the local standard and you need to do something different, it's very easy that you go wrong, because people are not keen on sitting and reading up. They install according to tradition. So that means that whenever you shift a way of building, you need to invest tremendously in training and supervision, or it will, in most cases, go wrong. Okay. Is there something particularly emblematic in the achievements of your company that you say, this is something to put in front whenever I'm asked a question of what should we do? So I have that slogan I already said, 5 billion tons of carbon dioxide is saved with our products. 1 year's production saved 5 billion, and that's the size of the US economy. I think that really motivates everyone working with insulation, even though insulation may sound boring. The other aspect that I think is emblematic is that in Europe, there are anywhere between 10 and 11% of the population that live in fuel poverty. And I was to a project in the UK, in Portsmouth, where you had a big building with almost 300 families, and they can't afford to heat their house because it's totally uninsulated. And the most the aspect that hurt the most, I mean, we're going to insulate that, is the children that can't get education, because when you can't heat the house, you can't study, and it drives all sorts of negative effects. So simple things like insulation and a decent indoor climate still in a rich region like Europe today is not solved anywhere. And that for me was important to see. Finally, I think there is also an issue about fire and sound. You have anywhere up to 1% of GDP in Europe consumed in different fires and poor quality work. I think fire and sound as an issue that we make safe buildings is something that is really important, that is close to our product and what we do. The last question is a little bit more personal, I should say. Rockwool is one of the members of the Shift project, came in, 2 to 3 years ago. The question is, you are, I understand, pretty recent in your company, but still, do you think it is money well employed or money lost to give it to people like us, trying to motivate the economy to move to a lower carbon, I would say, level? Yeah. I mean, I would like to thank you for driving the Shift project. And the reason I do that the mathematics behind that 40% of the energy is consumed or wasted in buildings, that's a number that needs to get out there and that needs to get solved. And I think you're particularly good in this country in terms of engineers to think through the whole system. And if you and the Shift organization can put that on the table, and we realize that is the number one thing we need to do, and it needs to happen in the installed base through restoration, because the new build rate is less than 1% in most countries. That you promote that is just an honor for us to be part of that with our little corner, because we do insulation and some other things, and we are just a small player. We are important, but we can contribute to that, and we are very happy to do it.
Well, thank you very much. Je rappelle à l'audience que Rockwool est une entreprise qui a son siège au Danemark. Et donc, on est très heureux, nous, au Shift en tout cas, d'avoir une entreprise qui a son siège au Danemark. Martin Bouygues, est-ce que vous avez envie de commenter ce qui a été dit par les deux autres panélistes? Je vois que Philippe Pelletier ne tarit pas d'éloges pour vous. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que c'est parce que ses idées sont particulièrement bonnes? Est-ce que vous voudriez lui en souffler d'autres? Non, je crois que c'est... D'abord, je suis très heureux qu'on reconnaisse le fait qu'on ait cherché à faire des efforts dans ce domaine, alors que les incitations n'étaient pas réelles, vous le savez, puisque vous êtes intéressé à ce que nous faisions depuis longtemps, Jean-Marc. Mais je pense que je ne crois pas du tout à une solution globale simple à trouver. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il va y avoir des milliers de choses qui vont s'assembler les unes aux autres et qu'il faut trouver des gens qui facilitent ces assemblages. Des gens, des conditions, des circonstances, des réglementations. Bien entendu, on n'aime pas trop ça, mais bien entendu, ce sera aussi à travers des réglementations. Et je pense que l'isolation est évidemment un élément tout à fait déterminant. Les chiffres sont très impressionnants. Un an de production de Rockwool, ça représente évidemment des économies qui sont formidables. Mais malgré tout, je pense qu'il va falloir que la pression continue, s'installe partout. C'est-à-dire que dans tous les domaines, les gens prennent conscience que chacun est un petit peu responsable de ce qu'il fait. Alors ça va être le développement de l'automobile électrique, ça va être plein de choses comme ça. Et je pense que les choses vont s'installer petit à petit. Vous n'avez pas répondu à la question de savoir si Philippe Pelletier était un homme formidable et si vous étiez d'accord avec tout ce qu'il a dit. Oui, parce que oui, honnêtement, je pense qu'il a une mission qui est un peu compliquée parce que dans un pays ancien comme la France, où on a un patrimoine très très ancien, qui a cet inconvénient, c'est qu'il génère dans l'esprit collectif que ce qu'on construit, c'est pour l'éternité. Dieu merci pour nous, constructeurs, c'est pas vrai. Mais je veux dire, ça génère cette idée fausse qu'une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Erreur totale. Et donc, je pense qu'il a une mission compliquée que de trouver le moyen d'allumer la mèche, c'est-à-dire de faire bouger le système en y mettant un petit peu de contraintes, pas trop, en expliquant beaucoup et en faisant que les gens se motivent petit à petit. Je pense que c'est vraiment la bonne démarche et qu'il faut poursuivre dans cet effort, il ne faut pas relâcher l'effort. Et je pense que ce qui me frappe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de voir le mouvement fait depuis 10 ans, ou 20 ans, ou 15 ans, mais surtout depuis 10 ans. Et j'espère que dans les 10 ans qui viennent, le mouvement va être beaucoup plus important. C'est exactement ce que M. Philippe Pelletier expliquait tout à l'heure, en disant on n'est pas du tout sur une ligne droite, on est sur quelque chose qui, voilà, on est quelque chose qui prend son élan, une courbe qui prend son élan. Philippe Pelletier, est-ce que vous avez envie de commenter? Moi, je vais rajouter une question. Même si vous vous occupez de la France, j'imagine que de temps en temps vous en sortez. Donc, est-ce qu'il y a un pays, là aussi, qu'est-ce qu'on a à apprendre des Scandinaves? Moi, j'aime bien les Scandinaves. Je trouve que c'est un bon compromis entre le libéralisme et le consensus et les plans de long terme. Et est-ce que vous pensez qu'on a des choses à apprendre des Scandinaves? Et si oui, quoi? Alors, avant de porter une appréciation, je vais vous emmener simplement aux Pays-Bas. Il y a une technique qui se développe, d'après la compréhension que j'en ai, qui est une sorte de politique contractuelle entre les entreprises et l'appareil d'État. Ce sont des contrats verts, des Green Deals, qui sont conclus entre les entreprises et l'État. C'est une forme de mobilisation dans laquelle l'entreprise dit les objectifs qu'elle s'assigne, elle les fixe dans un dialogue avec l'État, mais elle les fixe elle-même, et elle prend l'engagement dans la durée de se tenir à ces objectifs. Alors, ils sont environnementaux, énergétiques, développement durable au sens large, etc. Et je pense que cette voie d'action, alors que les juristes appellent du droit souple, les anglo-saxons parlent de soft law, me paraît être la voie de l'avenir.
Je ne crois plus du tout, et là c'est un élément de réponse à M. Birgersson, je ne crois pas du tout à l'efficacité de la règle impérative qui touche un corps social mal préparé pour l'appliquer. Je crois qu'on se fait plaisir en prenant des lois qui disent « il n'y a qu'à faire », parce que l'expérience montre que souvent on ne fait pas. Ça donne une image délétère de la chose publique, puisque on voit une sorte de puissance irresponsable qui édicte des normes dont l'application n'est pas contrôlée et suivie. Et je pense que ce n'est pas la bonne méthode pour mobiliser une société. Donc moi, je crois aux démarches de droit souple. Et je pense au risque de... on a quelquefois eu des conversations, Jean-Marc, sur ce sujet-là, et je vous ai senti un peu plus dirigiste que moi, mais sans doute peut-être plus impatient, ce qui explique le dirigisme. Je ne crois pas du tout, que le mode volontaire de mobilisation de la société est un mode qui va ralentir la mobilisation. Je crois au contraire que c'est un mode qui va porter ses fruits. Alors, à notre petite mesure en France, on a inventé des chartes d'engagement volontaire. Je me souviens que Jean-Louis Borloo, avant même la loi de 2009, avait demandé aux promoteurs et aux constructeurs de s'engager sur une anticipation de la règle nouvelle. Et tous les promoteurs avaient, pas tous, mais un grand nombre de promoteurs avaient pris cet engagement et l'avaient suivi avec une montée en puissance. Moi, devant l'absence de règles de l'État sur la mobilisation du parc tertiaire privé et public pour assurer sa rénovation, j'ai lancé une charte d'engagement volontaire et on a une centaine de grandes signatures aujourd'hui qui sont tous à l'œuvre. Et puis, du côté des syndics de copropriété, on vient de lancer une charte d'engagement volontaire par laquelle nous leur demandons de se former, de prendre l'engagement de se former et de poser la question de la rénovation énergétique de l'immeuble collectif à la prochaine Assemblée générale de copropriété. 150 grands cabinets ont jusqu'à présent signé. On en est au début, mais ces démarches-là, elles créent une dynamique, elles sont en phase avec l'état de la société, en somme, elles se fondent sur l'acceptabilité de la contrainte qui est probablement mesurée dans un pays où on a beaucoup de contraintes, on le sait, notamment dans le champ immobilier. Voilà, donc ça c'est mon observation. Puis j'ai une question à poser à Martin Bouygues, qui est que autant je comprends comment, lorsqu'un grand groupe décide de se mettre au juste niveau de l'expertise, de la pertinence, de l'efficacité, il peut mobiliser ses ressources et le faire, autant on a en commun un sujet difficile qui est de faire que une des singularités françaises, qui est un très grand nombre de petites entreprises artisanales qui assurent l'aménagement du territoire, la vie de nos communes. Il faut arriver à la fois à ce qu'elles restent, qu'elles soient dans le mouvement de ce grand marché qui se dessine, mais à la fois qu'elles réussissent leur formation pour pouvoir sérieusement aborder ce marché. C'est probablement, je termine cela, c'est probablement le sujet le plus difficile des années qui viennent, qui est que, de manière générale, sur l'ensemble du territoire, la qualité de l'offre de services soit pertinente avec la demande dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle allait devenir de plus en plus exigeante. Ça, c'est un sujet qu'on a en commun et je ne sais pas trop comment on va réussir. Pour répondre à votre question, je pense que des maisons comme Rockwool, par exemple, ont un rôle déterminant. Parce que, bien entendu, ils ont un rôle auprès de toutes les entreprises, des petites comme des grandes, pour former les gens aux méthodes pour appliquer leurs produits. Et je pense que tous les industriels de la chaîne auront la nécessité de faire un effort supplémentaire pour former les entrepreneurs qui mettront en œuvre leurs produits. À ça s'ajoutera la partie bureau d'études, c'est-à-dire la conception des projets,
où là aussi, en amont, mais c'est plus facile parce qu'on a affaire à un monde d'ingénieurs, on aura à faire en amont un effort important. Je voulais dire que ce qui, moi aussi, me rend optimiste, c'est que je regarde ce qui se passe dans l'agroalimentaire avec le bio. On nous dit maintenant que la France fait partie des pays dans lesquels le bio se développe le mieux. Et je trouve ça très réjouissant parce que ça prouve qu'il y a une vraie conscience collective de tous ces problèmes et qu'en face de cette prise de conscience collective, les gens sont réellement preneurs, partisans de faire un effort financier et un effort pour rentrer dans cette démarche sur le bio. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et il y a un parallèle avec les deux, avec une petite limite dans le logement, c'est que dans le logement, la part du locatif en France est très importante. Donc ça veut dire qu'il faut aussi toucher les propriétaires. C'est un peu différent. Si je fais le mauvais, enfin pas le mauvais garçon, mais que je rappelle la question de Philippe Pelletier qui était quid des petites entreprises sur ce sujet. Il faut former les gens et je pense que les industriels qui produisent les éléments sont des parties prenantes importantes dans la formation des petites entreprises. D'accord. Jens, would you like to comment what you have heard from the other panelists? Yeah, I agree very much to this aspect of the training, and I mentioned it before. Proper installation and training, especially will make a change. 100% agreement. In terms of, I was asked the question, do I believe in more regulation? I personally don't like to be regulated, but I think there is minimal levels that you need to raise the threshold, and then due to this payback calculation that has a little bit too long payback, and also this aspect between landlords and the length of their investment for the current tenants. There is a difference between how you invest, if you invest for yourself and you invest for a tenant, and what type of material you use. I think there is an incentive model or a nurturing that is needed there to get it right, to get the investment then that for a society in long-term sustainability effect is the best. And that's a very difficult equation to balance. And we never find a solution to it, but I think there is an area where it certainly, if we work together, we can make it much better quite quickly if we get the critical mass. Philippe Pelletier is the president of a body. No. The question is for Jean. Is the president of a French body which is there to establish a kind of dialogue between all the actors of the field. In Scandinavia at large, even though I know that you don't like that we put Denmark and Sweden and Norway in a single bag, but nevertheless, in Scandinavia, what kind of bodies do you have so that all the actors reach a consensus? I wouldn't say there is anyone any better up there doing that. I think we wrestle with the same issue. You have the heat pump suppliers doing their thing. You have the insulation people doing theirs. I think generally the type of work we do here is needed in the regions up there. What I think could have happened is that in some of the very cold countries, you have had a different approach to energy efficiency due to the exterior climate. So I wouldn't necessarily attribute that to that the players work better together. It's a different climate. It's also a different building tradition with more wood in parts of this region. And that has led to certain effects that I think is part of the explanation. Si vous le voulez bien, on va passer maintenant aux questions de la salle. Donc il doit y avoir des micros qui se promènent quelque part, sinon ça ne va pas tarder à arriver. Et donc on va prendre... Ah, tu nous en empruntes un, c'est parfait. Il y a une deux, voilà. Donc, qui a envie de poser la deuxième question? Parce que la première, il n'y a jamais personne qui veut se décider. Ah, voilà, une question là-bas. Précisez si la question est pour l'un des panélistes en particulier ou si elle est jetée en pâture à tout le monde. Bien sûr. Bonjour, Gilles Guillaume de l'agence Reuters. C'était une question pour Martin Bouygues. J'aurais aimé que vous réexpliquiez ce que vous avez voulu dire quand vous préconisez
l'adaptation d'une démarche bio au secteur du logement? Non, je veux dire par là que ce qui m'a frappé dans l'agroalimentaire, c'est qu'il y a eu une conscience collective qui s'est faite et que beaucoup de gens, très naturellement, sont allés vers le bio, ce qui a représenté pour un certain nombre de cas, pas toujours, un certain nombre de cas, à la fois une démarche pour aller vers une distribution un système de distribution un peu différente et aussi parfois une dépense un peu différente. Eh bien, je pense que dans le logement, il y aura aussi ce genre de démarche. C'est-à-dire que les gens de plus en plus ont conscience que le logement, les qualités énergétiques de nos logements doivent être améliorées. Alors les propriétaires y trouvent un intérêt de plus en plus, c'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils font une démarche de modernisation de leur logement à travers une isolation supérieure, à travers des moyens nouveaux, à travers des panneaux solaires, à travers des chauffe-eau solaires, à travers, bref, tout un panel de technologies qui leur sont offertes. Et ils ne le font pas sous une contrainte réglementaire, ils le font parce que ça leur semble à la fois intelligent sur le plan de l'environnement et aussi possiblement intelligent sur le plan économique. Mais je ne pense pas que la seule motivation soit économique. Je pense qu'il y a aussi une motivation, qui est une motivation personnelle, que les gens ne veulent pas qu'ils puissent... Je pense qu'il y a une vraie conscience maintenant, en Europe et en France particulièrement, de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Et donc les gens, prenant conscience de ça, se disent qu'est-ce qu'à mon petit niveau je peux faire. Alors on peut le faire à travers plein de domaines, dont le logement. Un commentaire, Philippe Pelletier. Oui, moi j'adhère tout à fait à cette comparaison qui revient en somme à reprendre cette idée que j'aime bien, qu'emploie Ségolène Royal, qui est de rejeter une écologie punitive. On est dans un processus où on recherche l'adhésion, et pour rechercher l'adhésion des gens, il faut plutôt essayer de leur être sympathique et de présenter les choses de manière favorable. Moi, je crois à ce que Martin Bouygues a dit tout à l'heure, je crois profondément à une pluralité de leviers. Je ne crois pas que le levier, il sera le même pour tout le monde. Les 4 millions de ménages qui sont dans la précarité énergétique, pour eux, le levier, il est simple. C'est se chauffer ou régler les charges de chauffage. Donc pour eux, on est dans le côté existentiel et il n'y a pas besoin de longs discours dès lors qu'on a réussi à leur expliquer que la réalisation des travaux apportera la réponse adéquate. Et puis, il y a des gens qui ont, alors ce sera peut-être plutôt la génération de mes enfants, qui ont cette vision que le monde est un et que par mon comportement, je peux peser sur le bien-être général de la planète. Et puis, il y a des soucis de confort, parce qu'une bonne isolation d'un logement, un chauffage qui diffuse une chaleur identique partout, c'est confortable. C'est confortable. Un chauffage où on n'a ni trop chaud ni trop froid, c'est tout à fait agréable à vivre. Donc cela, progressivement, ça va gagner. Et puis, et c'est le dernier critère, c'est un critère qui monte en puissance en France, où on a un parc de maisons individuelles très abondant, 18 millions de maisons individuelles à titre de résidence principale. C'est le facteur prix. On s'aperçoit aujourd'hui que sur l'ensemble du territoire, il y a moins de gens qui ont envie d'acheter au prix auquel le propose le vendeur une maison individuelle énergivore. Donc à la fois, elles n'arrivent pas à se vendre, et quand elles se vendent, il faut consentir un rabais significatif qui intègre en somme le coût de la mise à niveau énergétique de la maison. Et cet indicateur prix, je pense qu'il va monter en gamme et qui va conduire peut-être des ménages qui, comme les ménages français, ont à la fois la propriété d'un logement et de l'épargne, à penser que c'est peut-être un geste patrimonialement astucieux que de prendre une partie de cette épargne pour la mettre dans la mise à niveau du logement, pour maintenir la valeur du patrimoine. Donc ça, c'est des idées tout à fait débutantes, mais je crois qu'elles vont progressivement
entraîner la société. En bref, je veux dire qu'il n'y a pas que la sanction juridique, il y a des autres sanctions qui sont celles notamment du marché qui vont pouvoir jouer. Une question là. Bonjour, Emmanuel Tavernier, je travaille en finance de marché, je suis là. Et ma question, c'est pour Martin Bouygues. En fait, je voudrais savoir, parce qu'on a beaucoup parlé de transversalité, on a beaucoup parlé de conscience collective. Et moi, ma question concerne plutôt au niveau de la gouvernance. Est-ce que vous parlez de ces questions-là au sein de la gouvernance et de vos investisseurs? La gouvernance de Bouygues? Oui, bien sûr. Je vous raconte une anecdote. Je trouve qu'avec mon frère Olivier, qui est présent, nous avons acheté un vignoble il y a 10 ans, en dehors de Bouygues, ça n'a rien à voir avec Bouygues. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que ce vignoble soit meilleur, mieux? Alors on a recruté des gens, des grands spécialistes qui nous ont aidés à faire qu'on puisse tirer vers le haut la qualité de le vin, c'est un beau produit. Et puis, moi, je me suis dit, mais je connais rien au vin, j'aime bien le bois, mais j'y connais rien. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, je vais essayer de rénover les bâtiments, et pour faire un produit aussi beau que ça, je dois faire en sorte que l'impact de la production du vin soit sur l'environnement la plus faible possible. Et donc, je suis retourné vers Bouygues Construction, je dis, voilà, aidez-moi à trouver des solutions. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'on était très faible dans ce domaine. Et donc, j'ai décidé de mobiliser toutes les forces du groupe. On a des comités de direction générale, etc. On a parlé de ces sujets-là. On a décidé de mobiliser les moyens. On s'est mis en mouvement et je ne le regrette pas du tout. Donc, voilà. Moi, il y a 5 ans, j'ai acheté une voiture électrique et je me déplace dans une voiture électrique. Ça a beaucoup fait rire mes collaborateurs au début. Et puis maintenant, ça les fait plus rire. Ils comprennent que je veux montrer quelque chose à travers ça. Et je pense que c'est ça qui est important. Il faut que de temps en temps, on crée des impulsions, on donne un mouvement. Et le fait qu'on en parle chez Bouygues, ça reste un mouvement important. On mobilise TF1. Alors TF1, c'est une activité qui est très particulière, mais malgré tout, on a sensibilisé tous les collaborateurs de TF1 sur notre volonté de faire du développement durable. Chez Bouygues Télécom, la même chose. On a fait des prototypes pour avoir des systèmes pour diminuer les consommations électriques des réseaux de téléphonie mobile qui sont assez consommateurs d'énergie, etc., etc. J'ai voulu que la totalité du groupe vive avec cette idée que le développement durable était un mouvement et une dynamique qui était créateur d'opportunités pour tout le groupe. Donc ne pas le vivre comme étant une catastrophe, vivons-le comme étant une opportunité, quelque chose avec lequel on va pouvoir vivre intelligemment et utilement. Voilà. Ah, au fond là-bas. Au fond à ta gauche là, au fond. Bonjour, ah, pardon, oui. j'avais pas vu. Jean-Baptiste Cotenceau, Sustainable Metrics. J'aimerais avoir votre avis, c'est une question en général, sur le rôle de la finance carbone, ce qu'on appelle la finance carbone. Comment intégrez-vous, si vous l'intégrez, le prix du carbone dans votre business model? Et quels sont les rôles que vous demandez à votre banquier pour qu'il vous donne de l'argent plus vert? Moi, je suis là comme animateur, là, donc je ne répondrai pas à la question. Par contre, je vais faire un peu de pub. Je vous signale que c'est très exactement le thème de la table ronde qui sera organisée demain matin par le Shift, soit là-haut, soit ici, je ne sais pas encore quand. Donc, moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions. Martin Bouygues, est-ce que vous avez... Oh, écoutez, c'est très simple. Je pense qu'il faut voir avec les gouvernements comment est-ce qu'ils veulent réaffecter une partie de recettes éventuelles liées à des taxes carbone vers le financement de systèmes liés au développement durable. Moi, personnellement, j'y suis favorable. Mais je suis un peu méfiant. Je rappelle que la taxation des hydrocarbures en France, c'est quand même quelque chose d'assez significatif depuis longtemps. Ça a servi à tout, sauf à ça. Donc, il faut quand même rester un peu méfiant. Est-ce qu'on est capable de réaffecter une part significative d'éventuellement
ou la totalité, l'idéal c'est la totalité, de taxes qui seraient générées pour financer, participer à la mise en place de prêts bonifiés pour les gens qui seraient désireux d'investir dans ces domaines-là. Moi, j'y suis évidemment très favorable. Alors la question, si j'ai bien compris, portait aussi sur vos actionnaires et vos banquiers. Alors vos actionnaires, c'est un peu particulier chez vous parce que c'est de nouveau à vous qu'il faut poser la question. Vos banquiers... Nos actionnaires, c'est aussi nos salariés. Le premier actionnaire de Bouygues, c'est pas moi, c'est nos salariés. Alors, et ils sont évidemment très sensibles à ça. Ils sont sensibles. Et alors, est-ce qu'ils ont une manière de le valoriser quantitativement ou c'est impossible à faire? Non, je pense que c'est... Est-ce que, avec la politique que nous mettons en œuvre, est-ce que le groupe est en bonne santé ou pas, c'est-à-dire a un avenir ou pas? Je pense que oui. Je pense que nous partageons cet objectif et nous partageons cet idéal. Jens, same question. Do you see anything among either your shareholders or your bankers that lead to the fact that taking carbon into account, one way or another, is something that they value? Yeah, so we don't really have debt, so the bankers... That's a good start. Us, so. I think on this whole aspect of the CO2 tax, I think it can become, I think fundamentally as an idea, as a concept, to not have CO2 as a free allowance. I think that's very interesting. What I think we will get into over time, though, is that you get life cycle issues and borderline issues that can complicate production for companies. And I give an example. If you produce bicycles, you do consume CO2, and but you might be replacing cars. So should they price in the CO2, or a bicycle produces free to produce bicycles independent of the CO2? And the same when you produce insulation, we save 100 to 150 times the CO2 that you use when you produce it. How do you put it along the chain? So I think that as this market matures, you get into these life cycle arguments that I hope doesn't divert us from the goal, which is to improve the overall picture. If you introduce a problem with the mathematical model, you may theoretically stop a technology that is the best you actually can do. I haven't seen any of that. It doesn't impact me, but in theory it could happen if we go in and over-regulate in that area. Traduction de la question pour Philippe Pelletier. Est-ce que vous avez des banquiers dans le plan bâtiment durable? La réponse est bien sûr oui. Alors avec les banquiers, on a une aventure qui a commencé... Est-ce que ça les rend meilleurs? On a une aventure qui a commencé superbement lorsque, tout feu, tout flamme, on leur a proposé de distribuer un éco-prêt à taux zéro à l'ensemble des ménages pour faire les rénovations énergétiques. Et puis le système s'est enrayé assez vite. Le gouvernement a mis 3 ans à accepter nos propositions pour ajuster le système. Et donc maintenant, je revois les banquiers et on va mobiliser spécialement tous les réseaux mutualistes et les banques spécialisées pour qu'ils déploient à grande échelle ce financement dont on a besoin. Il y a en réalité 3 types de ménages. Il y a les ménages les plus précaires qui ont besoin qu'on les subventionne. Il y a ceux qui n'ont pas l'épargne suffisante pour engager les travaux et pour lesquels un prêt à taux zéro leur convient bien. Et puis, il y a ceux qui ont de quoi payer les travaux, mais qui ont besoin d'un levier. Et pour eux, c'est le crédit d'impôt dont on bénéficie un an après l'opération qui les motive. Et au centre, il y a ces financements bon marché dont je pense qu'ils sont une des clés de la réussite. Et notamment, est maintenant disponible un éco-prêt collectif à taux zéro mis à la disposition des syndics de copropriété qui peuvent le mobiliser pour les copropriétaires qui le souhaitent, à hauteur maximale de 30 000 € par logement, remboursable sur 15 années.
c'est quelque chose dont je crois à la grande efficacité, parce qu'il sera beaucoup plus facile d'emporter une décision d'Assemblée générale des copropriétaires si, en même temps qu'on fait voter la dépense, on indique la ressource qui peut être mise en place. Et donc, oui, on a besoin des banquiers et je vais essayer de les mobiliser et de les emmener gaillardement vers des engagements qu'on va peut-être leur faire prendre. Voilà une nouvelle charte d'engagement volontaire qui va être bienvenue si on la décide. Il faut peut-être vous allier avec le département américain de la justice. Peut-être que l'engagement volontaire aurait un peu plus de force, non? Il y avait une question là-bas. Juste au premier rang, là. Ouais. Peut-être ici. Ah, j'avais Déjà pas le vu. micro, si je peux en profiter. Ah, d'accord, non, parce qu'il y avait quelqu'un qui... Oh, c'est pas grave. Allez-y. Manuel Moraguez de l'usine Nouvelle. Une question pour Martin Bouygues, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu ce que vous reprochez exactement au tarif de rachat de l'électricité solaire? C'est que le tarif a baissé. Oui, mais de trop, vraiment? Oui, les premiers contrats ont été faits à un tarif plus élevé, et ensuite les tarifs ont baissé, ce qui a évidemment un peu perturbé tout le système. Moi, je l'ai vécu, par exemple, avec Challenger. Challenger a bénéficié, dans la rénovation, des premiers tarifs de rachat d'électricité. Ensuite, le tarif a été baissé de manière assez significative, et je pense que c'était un choix qui n'était pas forcément le plus pertinent pour favoriser le développement de tout ce secteur. Et donc, ce que je voulais vous demander, merci, c'était quel est le niveau que vous souhaiteriez le voir porter, peut-être, dans le cas du bâtiment, et quel pourrait être l'impact sur la décarbonation? Je pense que il faut faire un calcul économique raisonnable avec un retour sur investissement qui soit raisonnable pour les gens qui vont investir dans ce domaine. C'est un calcul financier qu'il faut faire, qui est un calcul assez simple. Et il faut que, voilà, si on veut que les gens investissent dans l'énergie solaire, dans l'éolien ou dans la géothermie, par exemple, ou dans d'autres technologies, je pense qu'il faut qu'il y ait des retours sur investissement qui soient à peu près acceptables. Pas forcément, je ne parle pas de créer une rente, je parle de retour sur investissement acceptable. Ouais. Il y avait une question là. Oui, bonjour. Ma question, je m'adresse au président Bouygues. Parlez près du micro. Feliciano de Carvalho, je suis une agence de développement. Je voulais poser ma question au président Martin Bouygues. Question, pourquoi que les grandes entreprises françaises sont réticentes à aller travailler en Afrique? Et moi, je suis porteur d'un projet pour construction d'une ville nouvelle. Est-ce que je peux me présenter à votre groupe pour qu'on discute de ça? Nous sommes présents en Afrique, pas partout. Un pays comme la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous êtes ivoirien, mais oui, on est présent pas partout, mais dans certains pays d'Afrique, et on est partie prenante dans de nombreux projets. Oui, oui. L'Afrique, ça reste un continent compliqué, vous le savez bien, et c'est un continent qui a encore pas mal de défis à relever, mais c'est un continent qui a un avenir considérable devant lui. Justement, c'est avec ces projets qu'on peut diminuer Je dis, c'est à travers un projet qu'on peut diminuer ces difficultés. C'est pour ça que je voulais vous solliciter si vous êtes prêts à m'accompagner à travers votre groupe avec ces projets-là. Moi, oui, nous sommes présents actuellement en Afrique. On construit en Afrique beaucoup de choses. Je dis chez moi. Ah, j'ai un projet. Vous avez là les représentants de Bouygues Construction et de Colas. Vous pouvez les voir et vous expliquer votre projet. D'accord. Pas de problème. Merci. Je vous rappelle que nous prenons 10% sur toute affaire conclue. Il y a une question là-bas. Oui, Emmanuel Planche. Je suis surpris que sur le sujet qui était comment décarboner le bâtiment en Europe pour atteindre le facteur 4, on n'ait pas évoqué quand même la R&D, la recherche, développement avec le nouveau matériau. Je pense Rockwool a beaucoup pensé par exemple aux nanotechnologies, oui aussi certainement dans des systèmes de construction. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des breakthroughs dans la construction? Alors, première réponse de Rockwool. Quid
what is the potential leverage of research and development? Yeah. So research and development is ongoing, of course, and you can put research and development into improving lambda values, but I'm not entirely sure that that's where the payoff is to get, because it's more around how you get the system installed and how you get everything to work together. I think the bigger returns are there. You look into modular buildings that you don't get cold bridges and such things. I think that's the important thing. And then generally keep doing research and development in how you run big corporations more energy efficiently, and you reduce waste in the production of the material. So yes, research and development is ongoing all the time. But if we look at the challenge with between 0.5% to maybe 1% new builds, and we often see these new, very fancy projects, and they might be important, but a lot of the benefits is just to put in good old tested and tried solutions in the existing building stock. And maybe then you need to innovate in the way you approach the problem, like with the vineyard, how you apply the technology, how you manage the project, how you visualize the project, and how you see the benefit of it and tie the pieces together. And maybe we need to do some more R&D there. Je veux peut-être rajouter quelque chose. Je fais partie des gens qui regrettent que quand la crise internationale est arrivée en 2008, les États ont répondu comme ils ont pu à cette très grave crise, et on a un peu sous-estimé l'idée qu'il y avait une vraie opportunité en Europe de faire un investissement collectif européen massif dans ce problème de l'énergie. Et je pense qu'à la fois, on aurait dû investir de manière beaucoup plus importante en recherche fondamentale au niveau des États, parce que c'est quand même plus de la responsabilité des États, et on aurait pu dans le même temps aussi stimuler beaucoup plus la recherche appliquée, qui est une recherche qui mélange plus les ressources publiques et privées pour trouver des solutions économiques. C'est un peu dommage parce que je trouve que ça a été une opportunité de perdue. Voilà. Un petit commentaire? Oui, j'ai tout à fait l'impression que, même si on n'en a pas, on l'a pas évoqué dans la première partie de nos propos, que l'innovation est à la fois la clé de la réussite de ce programme et à la fois tout à fait à l'œuvre. Moi, je rencontre en permanence des entreprises qui réinventent. Prenez une industrie réputée traditionnelle comme celle du béton, mais regardez la recherche et le développement qui conduit à produire aujourd'hui des bétons bas carbone. Et puis cette innovation, elle n'est pas seulement technique, elle est aussi sur les modes constructifs. Une partie de préfabrication dans l'opération pour arriver à la fois à une meilleure qualité, à des chantiers plus propres, enfin, tout ça se développe. Il y a une innovation sociale. On est en train d'apprendre comment on fait pour approcher un ménage propriétaire de sa maison en territoire rural ou périurbain et puis le convaincre de s'engager dans le processus de rénovation. Ça ne va pas de soi. C'est des techniques que l'on n'avait pas. Donc l'innovation est à l'œuvre dans l'ensemble du champ et il y a encore beaucoup à faire, hein, sûrement. Moi, j'appelle de mes voeux une innovation fiscale. Je voudrais une fiscalité locale, différenciée en fonction, par exemple, de la qualité énergétique d'un bâtiment vendu. Les droits de mutation à titre onéreux pourraient varier en fonction de cela. Voilà. Je crois, enfin, je suis tout à fait sûr que nous avons ensemble la conscience que l'innovation est la clé de la réussite. Je savais bien qu'il fallait se méfier des avocats, puisque vous avez commencé par dire qu'il faut que les gens prennent des engagements volontaires pour finir par dire qu'on va donner un bon coup de fiscalité supplémentaire aux gens qui vendront des logements. Oui, moi je suis d'accord. Cette table ronde touche à sa fin, donc on va faire un deuxième exploit qui est terminé à l'heure. Je crois que vous pouvez très chaleureusement remercier nos intervenants.